Bah, du coup, je te laisse te présenter pour les personnes qui te connaissent pas. Ouais, bah salut à tous les gars. Donc moi, je m'appelle Guillaume Pelletier. J'ai 37 ans, je suis installé en Bulgarie depuis maintenant 10 ans, d'où le nom de ma team de management qui s'appelle la Bulgarian Top Team, parce que je suis manager de combattants de MMA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je manage des athlètes comme Benoît Saint-Denis, comme Morgan Charrière, Amin Ayoub, Carla Moussou et tant d'autres. Donc voilà, on a une très grosse agence, une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse en Europe, avec une cinquantaine d'athlètes professionnels. Donc voilà, donc comme je disais, moi je suis installé depuis 10 ans en Bulgarie, je suis un ancien athlète moi-même, ancien combattant, aujourd'hui reconverti et à l'abri dans son bureau, mais voilà, il y a eu pas mal d'expériences derrière ça et je pense que c'est l'expérience qui a fait qu'aujourd'hui je suis capable d'être de bons conseils pour mes combattants parce que voilà, le vécu, ça reste quelque chose de très important pour enseigner à la nouvelle génération qui arrive, quoi. Voilà en quelques mots. Et du coup, toi, ça fait combien de temps à peu près que tu es dans les sports de combat? Depuis, t'as commencé à quel âge? 15, 20 ans? Ouais, c'est ça, à 15 ans à peu près, ouais. À 15 ans, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, les premiers combats amateurs, c'est ça, 15, 16 ans, ouais, à peu près. Ouais. Donc, ouais, je suis passé un petit peu par toutes les étapes. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du pied-point, j'ai fait des compètes de grappe, j'ai fait du MMA et j'ai même fait du bar knuckle, la boxe sans gants. Donc, ouais, ouais, j'ai fait un petit peu. Ouais, j'ai touché à tout, en fait, tout ce qui se fait dans le domaine des sports de combat, quoi. En parlant de Barnacle, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés à Dubaï pour un événement. Si je dis pas de bêtises, c'était le premier événement Barnacle à Dubaï. Ouais, ouais, C'était le ouais, tout à premier. fait. C'était le premier événement Barnacle, bah, pour les raisons que tu connais. Dubaï, c'est un, comment dirais-je, un pays qui est pas encore très développé pour tout ce qui est sport de combat. C'est arrivé très rarement, je crois qu'il y a eu des événements de boxe, il me semble, si je dis pas de bêtises, tu vas me contredire. Il y a Floyd Mayweather, il me semble, Exactement. ouais, 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 qui a combattu. Mais je crois que ça a été très dur de réunir du monde, du public. Tu vois, c'est pas un pays qui est chaud pour les sports de combat à l'heure actuelle. J'espère que c'est vraiment quelque chose qui va évoluer. Mais voilà, donc premier événement de Bar Knuckle à Dubaï. On a eu la chance de se rencontrer là-bas et on va dire que c'était une belle rencontre. Moi, j'aime les gens audacieux, j'aime les gens qui n'ont pas peur, qui tentent des choses. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu chez toi, à ton âge, le fait de prendre des risques. Et voilà, les risques amènent la réussite et voilà, ça c'est cool, quoi. Merci, ça fait plaisir. C'est partagé. Et du coup, comme je t'ai dit, moi j'ai vraiment apprécié notre rencontre. Tu sais, on s'est rencontrés à Dubaï pour le combat de Ruskov, Barnacle. Voilà, Barnacle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la boxe sans gants. C'est-à-dire les phalanges, tu les sens. Ouais. Exactement. Et du coup, voilà, voilà, ouais. En plus, ce ring, il était assez impressionnant, celui-là. C'était un trictogone, c'est comme ça qu'on dit, trictogone? Ouais, ouais, c'était un ring triangulaire, quoi. C'est très particulier, hein. Nous, c'est la première fois qu'on voyait ça. Bah, en fait, ça, comment dirais-je? Bah, tu sais, c'est fait exprès, en fait. C'est fait pour amener de la violence, en fait, de la bagarre, hein, tout simplement. C'est un ring dans lequel tu as beaucoup de difficultés à te déplacer. Donc, par conséquent, bah, voilà, tu es obligé de te croiser un peu plus souvent avec ton adversaire. Tu peux pas esquiver. Et voilà. Ouais. Non, mais c'est cool, c'est cool. C'est un joli sport. Je sais pas ce que que les personnes qui nous suivent là en pensent, mais voilà, le bar knuckle, ça rappelle un petit peu la boxe d'antan, tu vois, à l'époque où il n'y avait pas de protection et tout. Donc ça peut être vu de façon. Bon, il y a deux façons de voir les choses, soit par la violence, c'est un sport de bourrin, les mecs ils réfléchissent pas beaucoup, ou soit on essaie de voir un petit peu plus loin que ça et on voit le côté noble du sport dans lequel bah voilà, ce sont deux mecs qui s'entraînent fort et qui s'entraînent dur et qui sont très courageux et qui n'ont pas peur de croiser le fer dans l'octogone. Et moi, c'est plutôt cette vision des choses que j'ai. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, quand tu étais là-bas. Je crois que ça t'a plu, c'était cool. Ça m'a plu, c'est réglementé. Ouais, Voilà, moi personnellement, j'ai kiffé, hein. Et après, comme tu l'as dit, à Dubaï, c'est pas forcément réputé pour les sports de combat. On l'a vu, ouais. bah, Floyd Mayweather, c'était même pas rempli. Mais par C'est fou, exemple, hein? UFC Paris, UFC, excuse-moi, UFC Abu Dhabi, c'était blindé. Ouais, ouais. C'était blindé. Bah, Rempli à j'y mort. étais à l'UFC à Abu Dhabi il y a 3 ans, il me semble, quand c'était Khabib contre Poirier. Parce que j'avais signé Faresiam à l'UFC, j'étais dans son coin ce soir-là quand il a combattu. Donc ouais, ouais, je te confirme, c'était bien rempli. Et là, pour le coup, ouais, effectivement, à Abu Dhabi, mais je crois qu'il y a une plus grosse culture MMA et sport de combat à Abu Dhabi qu'à Dubaï. Parce que tu sais, tu as une organisation qui s'appelle l'Abu Dhabi Warrior pour le MMA
à Abu Dhabi. Je crois que ils sont habitués à avoir plus de sports de combat à Abu Dhabi que malheureusement à Dubaï, quoi. Donc j'espère vraiment que ça va se développer à Dubaï parce que pour le coup, nous on a passé une semaine incroyable à Dubaï. Franchement, c'est une ville qui est exceptionnelle. On peut faire, comme on le disait, des rencontres exceptionnelles. C'est une ville qui a beaucoup de potentiel, mais voilà, je crois qu'il y a vraiment tout à faire au niveau du MMA et des sports de combat. De toute façon, c'est encore une ville en voie de développement, ça fait que 20 ans que ça existe, en vrai de vrai, c'est tout nouveau. Ouais. Et pour revenir, donc toi, t'es en Bulgarie, et Ouais. comment est la vie en Bulgarie? Parce que c'est vrai, moi je voulais faire le rapport, tu sais, la dernière fois je te l'avais dit, il y a beaucoup de combattants qui viennent des pays de l'Est. Comment ça se fait? Alors, la vie en Bulgarie, c'est comment? Alors moi, quand j'ai débarqué, c'était vraiment un choc culturel, quoi, tu vois. Mais genre, moi, je l'ai pas connu, mais c'est ce que me décrivait mon père de la France d'il y a 50 ans, en fait, tu vois. La France en sortie de guerre, même, tu vois, la France d'il y a 70 ans. La France qui sortait de guerre où, en fait, tout était explosé, tout était à reconstruire. Il y avait plus d'usines, il y avait plus rien, tu vois. Bah, ici, c'est un peu le cas, en fait. Quand tu débarques la première fois en Bulgarie, que tu atterris de l'aéroport, tu te poses beaucoup de questions quant à ton futur. Est-ce que tu vas pouvoir rester dans ce pays? Parce que, euh, tu sais, l'être humain, en fait, toujours dans un premier temps, tu vois les mauvais côtés. Tes yeux, ton cerveau est que concentré sur les mauvais côtés, en fait, tu vois. Et tu te poses plein de questions. Mais en fait, quand tu as réussi à passer cette étape et que tu regardes les bons côtés, bah, finalement, il y a plein de bonnes choses. Et moi, ce que je retiens de mieux en Bulgarie, alors il y a deux choses. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on va pas se mentir. Je vis dans un pays dans lequel le salaire moyen est de 500 euros. Tu vois. Je vis dans un pays qui est coté comme étant le pays le plus pauvre d'Europe. Tu vois. Donc, bien évidemment, on va pas se mentir, un pays comme celui-ci a beaucoup de potentiel quand tu débarques avec des moyens corrects, on va dire, tu vois, sans être ultra riche. Tu débarques avec un salaire de 3 ou 4 000 par mois, tu vois, tu t'en sors d'une façon incroyable. Je crois que tu gagnes même plus d'argent que le président, donc tu vois, il y a moyen de te mettre bien. Et la deuxième chose, moi, qui me plaît beaucoup ici, mais après, ça, c'est tout à chacun, tu vois, on est tous différents. Moi, c'est la mentalité, en fait, ici, moi, qui me plaît beaucoup. Dans le sens où les gens sont extrêmement froids, comme tu peux connaître la réputation des gens de l'Est, très très froid, ça sourit extrêmement peu, tu vois. Par contre, le mec, quand il t'ouvre sa porte, pardon, c'est quelque chose de définitif, tu vois. Chez nous, ici, il n'y a pas d'hypocrisie, il y a pas de sourire qui se transforme en doigt d'honneur dans le dos, quoi, tu vois. C'est une ville, enfin, c'est un pays qui est très honnête, qui est très sincère, et moi, c'est vraiment les valeurs que j'ai adorées ici en arrivant, quoi. Bah d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, moi je suis allé en Hongrie, et c'est vrai que quand je suis allé, bah, j'avais l'impression de retourner en 1800, en 1980. C'est ça. C'était incroyable, tu sais, les murs ils sont blancs, ambiance Seconde Guerre mondiale, et c'était assez surprenant, tu vois. Ouais, bah nous, c'est ancien régime communiste hein, ici, tu vois. Donc, moi, ils ont connu des moments très difficiles ici. Mais du coup, c'est ce qui. Tu sais, on a toujours dit, hein, les temps durs, c'est ça qui éduque les hommes, en fait, tu vois. C'est ça qui t'apprend des valeurs et c'est ça qui te fait devenir quelqu'un de solide. Et je pense, pour faire le parallèle avec les sports de combat, parce que c'est la question que tu me posais, je pense que les mecs durs, en fait, viennent de ça. Tu vois, tu prends des mecs comme Khabib et compagnie, c'est des mecs qui font tout leur camp d'entraînement dans les montagnes au Daghestan, quoi, tu vois. Là où il n'y a pas de confort, là où il n'y a pas de télé, là où il n'y a pas de Wi-Fi, là où il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de distraction, il y a pas de femmes, etc., quoi, tu vois. Donc, ouais, je pense que ces conditions-là, elles favorisent la performance, tu vois, parce que les mecs sont conditionnés, quoi, tu vois, ils ont envie de se battre, ils sont durs au mal, ils abandonnent pas, et voilà, hein. Et justement, est-ce que le salaire moyen dans les pays de l'Est, c'est une raison en plus pour combattre, pour avoir une dalle en plus par rapport à la France par exemple? C'est vrai que la France c'est beaucoup moins réputé niveau sport de combat Grave. que là-bas. Mais de ouf, parce que regarde, si tu prends un salaire moyen d'un combattant, regarde, on va faire affronter un Français contre un Bulgare, ok? Je te dis une bêtise, on va faire ça en Angleterre, par exemple. Le salaire est de 5 000 balles, ok? Ce qui est pas grand-chose, tu vois. Donc le Français, il va chipoter un peu, il va faire, ah ouais, mais t'as vu, c'est une prime de merde et tout, ça m'intéresse pas de combattre pour cet argent-là. Sauf que le même oseille, ça représente quasiment un an de salaire pour le Bulgare, tu vois, en parallèle. Donc le Bulgare, quand il va là-bas, il a envie de te désosser, en fait, tu vois. Tandis que le Français, il y va en mode ah ouais, ouais, t'as vu, ça paye pas Ouais, trop, quoi. ok, ok. Ouais, Donc ouais, c'est non, vrai. bien sûr, ça c'est clair, c'est une évidence, hein. Incroyable. D'ailleurs, les pays de l'Est, on pourrait croire que là-bas, vu de loin, là-bas ils ont vraiment une âme du combattant. Ouais. Par Bah, tu exemple, sais, c'est dans la culture. Regarde, excuse-moi de t'interrompre, regarde, t'as vu à l'école, chez nous,
comment on appelle ça? À l'UNSS, c'est ça? Tu sais, les compétitions intercollèges, là. On fait quoi? On fait du badminton et du handball, tu vois. Eux, les gars, ils font de la lutte et de la boxe, quoi. Donc, ouais, t'as vu, c'est une autre façon de voir les choses, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, le Daghestan, c'est une terre de lutte de très haut niveau. Voilà, Ouais. Khabib a même invité Cyril à venir s'entraîner Ouais, là-bas. Et bah, ça veut tout dire en vrai de vrai. Ça veut tout dire, comme tu as dit, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de télé. Voilà, il n'y a c'est ça. que le combat. C'est Incroyable. ça. C'est exactement ça. Ouais. Bah, tu sais, dans la vie d'un athlète, les distractions, quand tu commences à performer, elles sont grandes, hein. Parce que tu sais, quand tu commences à être un peu connu, que sur les réseaux, tu as percé un petit peu, tu es un combattant, tu es connu un peu. Donc voilà, tu as toutes sortes de distractions qui arrivent à toi, hein, que ce soit les femmes, que ce soit bah, un peu tout en fait, tu vois. La notoriété en fait qui fait aussi beaucoup tourner la tête, hein. Sauf que là-bas, les mecs, en fait, quand tu regardes, ils sont déconnectés du monde, hein. Nous, on a beaucoup de combattants ici en Bulgarie, ils n'ont même pas Instagram, hein, dis-toi. Ah ouais, incroyable. Et Eh d'ailleurs, ouais. tout à l'heure, tu parlais de culture. Est-ce que c'est quelque chose qui est inculqué dès l'enfance? Ah oui, ah ouais, ouais. Bah, en fait, si tu veux, c'est comment je pourrais t'expliquer? Bien entendu. En fait, quand tu grandis, regarde, par exemple, les gars, ils ont eu une guerre qui a été dévastatrice, par exemple, contre la Turquie, tu vois. Ton père, par exemple, a fait la guerre. Évidemment, il va te transmettre des valeurs qu'il ne t'aurait pas transmises s'il n'avait pas connu la guerre, tu vois. Et toi-même, avec ces valeurs, tu vas les retransmettre, et je l'espère que tu vas les retransmettre à tes enfants, tu vois, etc., etc. En fait, je pense qu'on est tous, on est tous dépendants du passé de nos familles, en fait, si tu veux. Ça, c'est des choses qui sont obligées de te marquer et qui vont jouer sur ta mentalité, sur ta façon de voir les choses, etc., tu vois. Donc, ouais, ouais, je pense que ça joue énormément. C'est lourd, ça permet d'en savoir un peu plus sur le comment du pourquoi. En Ouais. parlant du camp d'entraînement en Bulgarie, moi, ça m'intrigue. Comment ça se passe? Par exemple, est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce que vous avez, c'est que certains combattants? Est-ce que c'est un club vraiment restreint? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, en fait, les camps d'entraînement, il y a différentes formes. Il y a la première forme, c'est professionnel. Tu vois, par exemple, la dernière fois, quand Benoît Saint-Denis préparait son combat à l'UFC, j'ai organisé un camp d'entraînement spécialement pour lui. Donc, en fait, j'ai réuni des sparring partenaires qui correspondaient au style de son adversaire. Et on s'est fait un camp d'entraînement. Donc, entre nous, on était une trentaine de professionnels. Et là, c'est clairement, en fait, un camp d'entraînement qui est organisé dans le cadre de la préparation de Benoît Saint-Denis. Donc, ça peut être aussi un autre combattant, tu vois, peu importe. Et aussi, une fois par an, on organise des camps d'entraînement pour les amateurs. Comme je te le disais donc tout à l'heure, c'est pour repérer bah, les futurs talents de demain. Parce que, bah, tu sais, le truc, c'est que quand tu es pris dans une activité, souvent tu as la tête dans le guidon et tu penses à l'instant présent. Et en fait, tu en oublies le futur, en fait. Mais le futur, finalement, ce sont les petits jeunes. Ce sont ceux qui sont sur le circuit amateur à l'heure actuelle, qui sont en train de se donner dur. Et il ne faut pas oublier de regarder vers eux dans leur direction, parce que sinon, on va être dépassé dans quelques années. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, à la Bulgarian Top Team. Tous les ans, on organise un camp d'entraînement exclusif pour les amateurs. Donc, on essaye de restreindre à 50 amateurs parce que, tu sais, on a énormément de demandes. Tu sais, on a fait un. J'ai pas mal de personnes qui bossent avec moi à la BTT, tu vois. Et en fait, il y a un des gars qui bosse au bureau. Il nous a fait je sais pas comment ça s'appelle, un Google Drive ou je sais pas quoi, tu sais, où tout le monde s'inscrit en fait dessus. Mhm. On a fait plus de 300 inscriptions, dis-toi. Un truc de fou, quoi. Donc, en fait, sur les 300, on en a retenu 50 dont on pense que ce sont les meilleurs profils. Et donc, ces meilleurs profils-là viendront du 4 au 10 septembre au Maroc, à Casablanca. Et pour ceux qui connaissent, on va faire quelque chose sous forme de teuf. Donc, ça veut dire que tout le monde s'entraîne ensemble pendant une semaine. Et dernier jour, ce sont les confrontations. Et lors des confrontations, bah, c'est souvent là où on voit le potentiel des mecs et on signera le ou les plus talentueux d'entre eux, quoi. Ok, je comprends mieux, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et moi, Et je on voulais t'attend juste. d'ailleurs. Avec grand plaisir. Moi, ce Vas-y. sera plus amateur. Et moi, je voulais juste savoir comment ça se passe. Comment tu repères des combattants? Qu'est-ce qui te fait dire, ah ouais, lui, vraiment, il est bon? Bah, en fait, il y a beaucoup de choses à ça. Il y a le côté sportif et il y a le côté humain, tu vois. Et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Ça, c'est un truc hyper important. Tu sais, il y a des gens qui ont un potentiel énorme, mais qui n'iront jamais nulle part, malheureusement,
à cause de leur mentalité, à cause du mindset, à cause de leur façon de voir les choses, qui est pas compatible avec le sport de haut niveau, tu vois, ou avec la performance en général. Et pourtant, les mecs ont du potentiel, hein, tu vois, mais ils n'ont pas l'état d'esprit pour ça, tu vois. Donc en fait, si tu veux, le potentiel, il est facile à voir, ça se voit à l'entraînement ou en combat, donc ça, tu peux vite voir que c'est un mec qui peut aller très loin. Mais moi, ce que je fais pour recruter des mecs, je parle souvent très, très, très longtemps avec eux, en fait. Si tu veux, j'ai besoin de plusieurs semaines, plusieurs mois de conversation, juste voir s'il y a moyen de travailler ensemble et de faire quelque chose. Je sais pas si tu connais, Altaz, Morgan Charrière. Est-ce que tu le connais? Mhm. Ah, tu connais pas Morgan? Ah, il faut que je te le présente. Regarde tout de suite si tu peux sur Instagram, Je vais voir Morgan tout de suite. Charrière. En plus, c'est un des combattants français les plus connus. Donc, tu vois, c'est un mec que je manage, Morgan, Morgan Charrière. C'est un des gars que je manage et tu vois, par exemple, il m'avait contacté il y a 4-5 ans de cela pour le manager et sur le coup, je pouvais pas le faire parce que j'avais déjà plusieurs combattants qui correspondaient à son profil et j'avais pas envie d'empiler les combattants, tu vois, ça n'a pas d'intérêt. Et on a continué à parler et en fait, je me suis dit, ah ouais, ce mec, en fait, au moment où on se parlait, c'était peut-être pas le plus talentueux de mes gars, mais je trouvais qu'il avait un mindset qui allait l'emmener super loin, tu vois. Et là, 3 ou 4 ans plus tard, bah, c'est un des meilleurs Français à l'heure actuelle à 66 kilos, quoi. Tu vois, comme quoi le mindset, c'est hyper important, peut-être même plus important que le potentiel en lui-même, quoi. Très intéressant. Veuillez bien noter ce qu'il vient de dire. Hein, on fera le parallèle juste après. Comme je te l'ai dit, pour moi, le mindset, c'est ce qui rapproche. C'est le point commun en fait entre le sport de haut niveau et pareil, l'investissement, etc. Mhm, Voilà, tout se mhm. passe dans la tête, c'est vraiment important. Après, Ouais. on en reparlera plus en détail. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant ce que tu viens de me dire. Et bah, par exemple, comment tu as repéré Ruskov? Ah, Rouskov. Ah, c'est une belle aventure avec Rouskov. Rouskov, quand il m'a contacté, il était déjà managé par quelqu'un d'autre, hein, tu vois. Mais il était managé par quelqu'un qui prêtait pas suffisamment attention, tu vois. Il se passait rien, en fait, si tu veux, ça avançait pas. Sa carrière était vraiment au point mort. Et ce que j'ai adoré chez Rouskov, en fait, c'était son honnêteté, sa sincérité. C'est-à-dire qu'en fait, tous les combattants rêvent d'aller à l'UFC. Ils rêvent tous d'aller à l'UFC. Sauf que, je sais pas, on compte peut-être 1000 licenciés des combattants pro français, et il n'y en a que 7 qui sont à l'UFC. Donc en fait, on parle de 0,7%, tu vois. On parle même pas de 1% des combattants français qui sont à l'UFC. Pourtant, ils veulent tous y aller, tu vois. Mais en fait, la majorité d'entre eux se mentent à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le niveau, tu vois. Après, il n'y a pas de honte à pas avoir le niveau parce que tu peux prendre beaucoup de plaisir dans ta carrière sans aller à l'UFC. Tu peux prendre beaucoup d'argent et beaucoup de plaisir ailleurs sans te fixer sur l'UFC. Et donc, Rouskov, quand il me contacte, il me dit, avec sa grosse voix, là, tu vois, comme ça, là, il me dit, ouais, tu vois, moi, je sais que j'ai pas le niveau pour aller à l'UFC, mais je pense quand même que je peux faire quelque chose de bien dans ma carrière. Moi, je crois en moi, tu vois. Maintenant, je me voile pas la face. Il y a des objectifs que je me fixe pas, mais je sais que les objectifs que j'ai, ils sont réalisables, tu vois. Et c'est très rare un mec qui te parle comme ça, tu vois. Souvent, ils veulent tous aller au même endroit, les mecs, à l'UFC, à la marche la plus haute. Sauf qu'en fait, on peut pas tous y aller. Et heureusement qu'on peut pas tous y aller, tu vois. Sinon, ce serait trop simple, ce serait trop facile. Il faut que le Graal, ça reste quelque chose d'unique, quelque chose de dur à décrocher, tu vois. Et j'ai grave aimé en fait sa mentale, tu vois. Et pareil, tout comme Morgan, ce que je te disais tout à l'heure, bah, la mentalité de Rouskov, je me suis dit, ah ouais, ok. Donc tu vois, ce mec, il a des objectifs en tête qui sont réalisables, il se voile pas la face. Et là, pour le coup, on va vraiment pouvoir faire quelque chose ensemble, quoi, tu vois. Et depuis qu'on bosse ensemble, bah, on déchire tout, quoi. D'ailleurs, vous avez fait quelques combats en Suède, etc. Moi, j'avais vu ce reportage sur. Vous l'avez fait en Suède, non? Lequel tu parles? Dans les cages, vraiment dans l'entrepôt et tout. Ah non, 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 ça c'est pas lui, il a pas fait là-bas. Ah, vous Non, l'avez non, pas il a fait pas fait, là-bas, il a ok. pas fait. Tant pour Non, moi, il je y avait un pensais. autre combattant français qui a fait là-bas dont j'ai oublié le nom. Ouais, je sais, c'est Je le voudrais, Viking. Ouais, je voudrais pas l'écorcher, mais c'est passé sur Brut. C'est un Ouais, reportage qui est passé sur Brut, qui était vachement bien d'ailleurs. exactement. Euh, Après, alors pour être très honnête avec toi, ça c'est la barrière que moi j'ai jamais franchie, tu vois. Là pour moi on n'est plus dans le cadre du sport, tu vois. Ah En ouais? fait les mecs, bah ouais, ils sont dans des barrières, mais tu sais c'est même pas une cage, tu vois. C'est à même le sol, c'est sur le ciment, tu vois, sur le béton, quoi, tu vois. Tu prends un KO, ta tête elle rebondit sur le ciment, quoi, tu vois. Là pour moi là, tu vois, c'est un peu la limite que entre le sport et la pure violence, quoi, tu vois. Donc on va dire, ouais, le mec, il a fait du bare knuckle, il dit que ça, c'est pas de la violence, mais le bare knuckle, tu l'as vu par toi-même, ça reste très réglementé.
C'est dans un espace fermé, un espace clos qui est sécurisé, avec un arbitre. En plus, tu vois, c'est télévisé, donc les gars peuvent pas faire n'importe quoi. Sauf que là, ce dont tu me parles, tu vois, c'est un peu des trucs underground, tu vois, Ok, où il ok. faut pas sortir le téléphone pour filmer et tout. Enfin, tu vois, là, c'est un peu du hardcore, quoi, tu vois. Mais justement, faut en avoir pour rentrer dedans, tu vois. Faut vraiment être courageux. Ouais, il y a Bas Simon qui nous dit, et il a raison, c'est le French Viking, c'est ça, c'est lui qui a participé au reportage de Brut. Et bah, le reportage porte bien son nom parce que ouais, c'est brutal, quoi. Voilà, c'est particulier. C'est très, très, très particulier. Mais encore une fois, ouais, bah voilà, faut avoir un tempérament incroyable hein, pour participer à ce genre de compétition. Après, là où moi je suis moins d'accord, tu vois, c'est que moi je me considère comme un manager de combattants professionnels. Et qui dit professionnel dit revenu financier, quoi, tu vois. Sauf que le problème des combats clandestins, underground comme ça paye pas, en fait, tu vois. Ce qu'il faut savoir, et là ça va choquer des gens, c'est que ces combats-là sont faits uniquement pour des mecs, comment dirais-je, qui aiment ça, en fait, tu vois. Ouais, C'est les des mecs qui hooligans, aiment etc. Ouais, voilà, ils aiment se taper. Tu sais qu'Altaz, les mecs combattent quasiment gratuitement là-bas. C'est un truc de fou. Et en fait, si tu veux, moi, c'est pas mon domaine à moi, tu vois. Moi, mon travail, en fait, c'est de, comment dirais-je, d'aider les sportifs à rentabiliser leur talent, tu vois. Donc, à faire de l'oseille, en fait, tu vois. Sauf que quand tu vas là-bas, tu combats gratuitement. Même un billet d'avion, ils ont du mal à te le rembourser, tu vois. Donc, Ah ouais, incroyable. c'est un autre état d'esprit, quoi, tu vois. Là, tu vas vraiment pour la bagarre pure là-bas, quoi. Et d'ailleurs, là pour rebondir, tout à l'heure on parlait de l'UFC Paris, premier événement en France, première fois 2022. Moi j'y suis allé, j'ai eu la chance d'y aller. C'est là-bas que je suis tombé amoureux de l'UFC. Comme je t'ai dit, moi avant, moi tu vois, je suis plus football, etc. C'est là-bas que j'ai découvert que c'était une vraie dinguerie, c'était incroyable. Ça n'a rien à voir avec le foot, mais c'est une autre façon de voir Ouais, faire un sport tout simplement. D'ailleurs, les places elles sont parties en 20 minutes. ouais. Et là-bas, quelque chose qui m'a marqué, c'était que plus il y avait de brutalité, plus il y avait de sang, les gens, on dirait, ils étaient excités. Et moi, ça m'a choqué. D'un point de vue débutant, je te parle. Euh, Bah, je pense que tu te rappelles certainement du combat de mon fighter à moi, de Benoît, Ah, elle a tout qui cassé a, ce jour-là. ouais, qui a été élu combat de la soirée, qui a pris un bonus de 50 000 ce Elle a tout soir-là. cassé. Ouais, ouais, bah, j'avais la chance, encore une fois, d'être dans son coin. Bah, c'était une émotion énorme, tu vois. Je crois qu'il y avait 20 000 personnes dans l'arène ce soir-là. L'UFC, en fait, il y a pas de concurrent à l'UFC, tu vois. L'UFC, c'est clairement les numéros un, c'est clairement l'organisation qui peut te donner des émotions que tu vas pas retrouver ailleurs. Voilà, en fait, c'est comme, bah, tiens, tu aimes le foot, certainement. Enfin, ouais, je te pose pas la question, je sais que tu aimes le foot. Bah, c'est comme un footeux qui joue la Champions League, en fait, tout simplement, quoi. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'en France, c'est arrivé aussi tard? C'est arrivé en 2022 alors que ça existe depuis 1997 aux États-Unis. Bah, il y a deux problèmes à ça. La France, on a toujours été un pays un peu frileux, tu vois. En France, on fait toujours les choses en dernier, si tu remarques. Les gens, ils ont toujours peur, en fait, de se lancer, tu vois. Il y avait un vent populaire qui disait que c'était un sport de brute, tu vois, et qu'il fallait surtout pas l'autoriser. Et le gouvernement, en fait, avait pas le courage d'autoriser un sport Les pour préjugés. lequel, ouais, voilà, il y avait trop de préjugés dans ce sport. C'est exactement ça. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est un problème de conflit d'intérêts, c'est que les puissants du côté du sport, il y a encore quelques années, étaient la fédération de judo. Et la fédération de judo, elle sait très bien que si on, on légalise le MMA en France, plus personne ne va se licencier au judo. En fait, tous les licenciés du judo vont partir au MMA. Et je pense, tu sais, ça c'est des choses que les gens n'ont pas le courage de dire. Mais je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles le MMA était aussi long à venir en France. C'est que le judo avait trop d'impact et trop de pouvoir au gouvernement, quoi. Intéressant, je savais pas du tout. Ouais. Et en plus, aujourd'hui, on dirait limite que l'UFC, c'est encore plus populaire que la boxe. Ouais, bah, tu as En une France. excellente question. Hein. T'as une excellente question à ce sujet sur les salaires, justement. Donc, je vais faire le parallèle. Alors, le MMA, clairement, aujourd'hui, c'est bien plus populaire que la boxe. Clairement. Franchement, c'est deux mondes totalement différents, tu vois. Sauf que le problème, comme nous dit notre cher ami Ubaxo93, bah, ce sont les salaires, en fait, si tu veux. Euh, les salaires chez nous sont corrects, tu vois.
En fait, il y a eu du mieux ces dernières années. C'est bien mieux que ça a été, donc on est sur la bonne voie, il n'y a pas de problème. Mais en fait, comparé à ce que tu peux faire en boxe, alors attention après, quand on parle de boxe, on parle de l'élite de la boxe, hein. Un combattant professionnel moyen en boxe, il gagne des miettes, quoi. Tu vois, il gagne vraiment rien. Par contre, l'élite de la boxe, ouais, ils ont un salaire qui est absolument énorme. Tu vois, il suffit juste de faire le parallèle avec Francis Ngannou. Tu as vu que finalement, il a quitté le MMA et l'UFC pour partir en boxe. J'ai vu. En coulisses, il se dit qu'il va gagner 8 millions de dollars pour son combat contre Tyson Fury, tu vois. Là où il avait, je pense, de grandes difficultés à faire à peine 1 million de dollars en MMA, quoi, tu vois. Donc en fait, il multiplie son salaire par 8, ce qui est pas normal. On a un gros problème, et encore une fois, ça c'est un secret de Polichinelle. L'UFC reverse, alors écoute bien ce que je vais te dire, si tu connais pas la statistique, elle est effrayante. Ils reversent 13% de leurs revenus aux athlètes. Ah ouais, C'est chaud ça, hein, t'as vu? incroyable. Donc l'UFC, bah voilà, cette compagnie est évidemment milliardaire, tu vois, et ils reversent que 13% de leur salaire. Là où je crois que la NBA, tout ça, ils reversent presque 50%, il me semble, tu vois, des revenus en salaire. Bah, chez nous, dans le MMA, la plus grosse organisation mondiale ne reverse que 13% des revenus, quoi, tu vois, ce qui est chaud. Et j'espère que ça va bouger. Mais pour ça, on a besoin que tout le monde se réunisse. Et le problème, c'est que quand tu as la tête dans le guidon, quand tu es dans le truc, bah, tu sais comment c'est, tu n'as pas envie de perdre ta place, tu n'as pas envie de te faire remarquer, donc tu n'as pas envie de partir en guerre contre ton employeur. Et donc, du coup, le problème, c'est que tous ceux qui partent en guerre contre l'UFC, bah, c'est que des vétérans, tu vois, que des anciens combattants qui ont pris leur retraite, quoi. Et du coup, qui n'ont plus assez de pouvoir pour faire bouger les choses. Ngannou, il est parti en guerre, hein. Ouais, ouais, il est parti en guerre et Mais tu vois, après, il ça était lui a coûté son en... contrat. Il était limite en position de force. Ouais, mais ce qui fait peur, bah t'as vu, l'UFC a pas plié, hein. Ouais, j'avoue, ils ont pas plié. C'est un truc de fou, hein. T'as vu, ils ont perdu leur champion, quoi. C'est un truc de fou, tu vois. C'est là où tu vois que ouais, c'est un métier qui est dur, comme je te disais, tu vois. C'est un métier qui est dur dans lequel le combattant, il a toujours une place qui est un peu compliquée, quoi. D'un côté, on lui demande de faire le spectacle et de faire le show. Et de l'autre côté, on lui dit, tiens, on te paye pas trop et nous emmerde pas trop en même temps, quoi, tu vois. T'as vu, c'est vachement ingrat, hein. Mais de toute façon, ça, c'est le sport de haut niveau en général, hein. Moi, je fais toujours des parallèles avec le football. J'ai travaillé dans le football, je sais pas si tu étais au courant de ça, j'ai bossé 2 ans en agent de protection rapproché à l'Olympique de Marseille, tu vois. Donc du coup, je connais très très bien le football parce que j'étais grave à l'intérieur, en fait. J'étais au centre d'entraînement, j'étais au match à l'extérieur, en Ligue des Champions, etc. Donc je connais bien le football, je connais bien le centre de formation de l'OM parce que je m'entendais super bien avec les jeunes et tout. Et c'est là où tu vois que entre le football et le MMA, finalement, il n'y a pas tant de différence parce qu'un joueur moyen de football de Ligue 1, quand tu regardes, c'est pareil, hein. En vrai, il gagne pas super bien sa vie, hein. En fait, si tu veux, l'oseille, il est vraiment pour l'élite du sport, hein. C'est Un toujours joueur comme ça. moyen en Ligue 1, 50 Je 000. sais pas, 50 ouais, 000 j'allais dire 30 ou moyen. 40. Je crois que j'ai vu quelque part. Je crois que le salaire moyen en Ligue 1, on pourrait regarder, là, je crois que c'est 40 000, il me semble, tu vois. Exactement, Et en moyen. plus, ouais, on a les joueurs du PSG, ils sont en train de fausser totalement la statistique, tu vois. Mais ouais, un joueur moyen, tu vois, il gagne pas non plus. Tu vois ce Tu que je veux prends te dire? tous Parce les que, clubs. ah oui, parce que là, tout de suite, on parle, tu vois, on se dit, ouais, 40 000, bah attends, les mecs, ils se plaignent, mais c'est énorme. Ouais, sauf qu'une carrière, t'as vu, ça dure 15 ans, hein. Exactement. Et Après, encore, 15 ans 15 après, ans pour ceux qui ouais, tiennent, hein. La plupart, ils durent pas 15 c'est ans. ça. C'est ça. Et après, t'es où, Altaz? T'es à la retraite. Donc, si t'as Après, pas été intelligent, si t'as pas été malin, c'est chaud. Le sport de haut niveau, c'est chaud, les gars. Moi, je dis toujours un truc, et il faut retenir cette phrase. Le sport, fais-le parce que tu l'aimes, en fait. Ne le fais pas parce que tu attends quelque chose en retour. En fait, si tu veux, je pense que c'est comme dans l'investissement, en fait, tu vois. Fais un truc que tu aimes, mais investis ce que tu es prêt à perdre, en fait, tu vois. Si tu investis ta maison, tu peux te mettre fortement en danger, tu vois. Bah, c'est comme là, si tu investis le futur de ta famille sur le sport de haut niveau, tu peux te retrouver dans une situation qui va être très compliquée. C'est pour ça, encore une fois, fais-le parce que tu aimes. Et si tu as de la chance et si tu es bon, tu auras du retour sur investissement, tu vois. Mais fais pas ça parce que tu veux tenter un coup de poker, tu vois, un coup de kit ou double. Parce que le kit ou double, ça marche pas, les gars. Faut pas faire ça, quoi. mais la passion avant l'argent. De toute façon, si t'es bon, Ouais, si t'es vraiment passionné, après, à la fin, l'argent il viendra. c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Mais si tu fais ça pour l'argent, eh ben, tu réussiras pas. Généralement, dans 90% des cas.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu vois, on a notre ami Nats McBomb qui nous dit, et ça c'est vrai, hein, le corps après 10-15 ans de haut niveau, il tient plus, tu vois. On a des combattants, après 10 ans de haut niveau, ils sont dans un état lamentable. Enfin, tu vois, c'est des corps qui sont similaires à des gens âgés de 60 ou 65 ans, quoi, Ah tu vois. ouais, Bah ouais, c'est des rhumatismes, de l'arthrose, tu vois, enfin, tu vois, c'est terrible, hein. Le problème, si tu veux, et encore plus dans le MMA, c'est que bah, tous les jours, tu reçois des chocs, tu vois, parce que tu peux pas t'entraîner correctement sans avoir de l'opposition. Donc même si tu fais ce qu'on appelle des drills, tu vois, des petites techniques tranquilles, bah, tu es toujours amené, tu vois, à être dans l'opposition avec ton partenaire, du coup à forcer un petit peu, du coup à prendre des coups tous les jours. Et le corps humain, il a ses limites aussi, quoi, tu vois. Donc non, c'est très dur, c'est clair. très intéressant. Et d'ailleurs, tu m'avais dit, enfin, t'as dit tout à l'heure que tu faisais sécurité pour l'Olympique de Marseille. Ouais, ouais, j'ai Jour fait de deux ouf. ans, j'ai fait... En gros, De je me quoi? rapproche de Payet, grosse droite. Ouais, bah, attends, Payet, non, j'y étais pas à cette époque. Moi, j'étais 2010-2011. J'y étais Ah, ok. quand ils ont Nasri. gagné le titre de champion de France. Nasri. Nasri, non. Ah ouais? Non, C'était non, 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 qui? non. Il y était pas. Niang. Il y était pas. C'était qui en Mamadou Niang y 2010? était. Je crois qu'il est Diawara, parti en Diawara, 2000. etc. Souleymane, ouais, Diawara y était. Il y avait Stéphane Mbia. Il y avait, bah, c'était l'époque de Lucho Gonzalez. Ouais, ils avaient une bonne équipe à cette époque-là. Brandao, j'ai pas touché. Ils avaient une bonne équipe à Voilà. cette époque-là. Ouais, 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 mais c'était une bonne époque. C'est une époque qui m'a beaucoup appris, tu vois, sur le sport de haut niveau. Euh, et bien finalement, tu vois, tu te rends compte que dans le football, c'est pareil, hein. Tu sais, il y avait des détections quasiment tous les jours à l'Olympique de Marseille. Moi, j'en ai vu des milliers des jeunes, des milliers, tu vois. Et à la fin, ils se comptaient par dizaines, les gars qui signaient des contrats, tu vois, pour avoir une chance en équipe, tu vois, en équipe B, en équipe C, tu vois. Donc, tu vois, là, dans tous les domaines, il n'y a que la place pour l'élite, quoi, tu vois. Il y a beaucoup de monde dans la file d'attente, mais il y en a que très peu à qui on ouvre la porte à la fin, quoi. Là, c'est la partie visible de l'iceberg, hein. Tout ce qui est en bas, on C'est la voit tout à pas. fait ça. En fait, tu as tout résumé. En fait, nous, quand on regarde un match de foot, on voit la partie visible, c'est ça, tu vois. Mais l'autre partie, crois-moi, elle fait peur, quoi. Ouais. Et tu y étais au Stade de France, finale de la Coupe de la Ligue? Non, j'y étais pas, non. J'y Ah, étais tu y étais pas. pas. J'y étais pas, ouais. Tu sais que Contre j'ai. Bordeaux, c'est ça? Non, contre Lyon. Mais c'était quand, ça? C'était en 2011, 2012, quelque chose comme ça. Ah, ok, parce qu'il y a eu la victoire de Marseille en Coupe de la Ligue contre Bordeaux. Il y a eu aussi contre Lyon, je m'en rappelle, parce que moi j'y étais allé avec mon père. Et j'y Ok. étais allé, on est revenu dépité. Ah oui, c'est vrai, vous êtes supporter lyonnais, Ouais, bien moi, évidemment. mon père il s'en fout. Bah, Moi. bah, force à toi, hein, parce que tu traverses une période difficile en ce moment. Ah, exactement, mais on est là, même s'ils sont en Ligue 2. Et du coup, ça va donner quoi? Ils vont se relever ou quoi l'année prochaine? Parce que c'est dur là, hein. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est comme dans tout, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, hein. Et tous les clubs ils traversent Ouais, des hauts, des bas. En fait, c'est pareil partout dans la vie, dans tous les domaines. Et tu peux pas rester ouais, en haut tout le temps, c'est pas possible. Ça, c'est l'élite, l'élite de l'élite. C'est le Real de Madrid, c'est vraiment pareil, comme on a dit, c'est les 1%. c'est vrai. Mais viens, regarde, on trouve la solution. Quel est le problème aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais? Dis-moi, quel est le souci? Mindset, moi je suis sûr que c'est ça, c'est le mindset. Ils travaillent pas assez la mentale, et je suis sûr que c'est ça. Alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que moi, je suis plus le football depuis que j'y travaille plus, tu vois. Mais quand je vois des mecs comme Cherki, tu vois, j'ai envie de lui mettre des gifles, en fait. Ça, c'est le genre de mec, tu sais qu'il a du talent, mais il est trop nonchalant, en fait, tu vois. Je pense pas que ça soit un gros travailleur. Et tu as l'impression qu'aujourd'hui, il y a une génération, les mecs, ils ont plus trop faim, quoi, tu vois. Ah, Les c'est mecs, vrai. tu sais, aujourd'hui, t'as vu un maillot de foot, aujourd'hui, ça a plus de valeur. Parce que les mecs, ils sont transférés quasiment tous les ans, tu vois. Un maillot, ça a plus de valeur, en fait, tu le changes tous les ans. Sauf qu'à l'époque, t'as vu, t'avais des joueurs qui faisaient des carrières entières dans les mêmes clubs, tu vois. Il y avait un vrai amour du maillot. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'est perdu un petit peu, hein. Ah, aujourd'hui, ça s'est perdu. Il n'y a plus beaucoup de Ouais, joueurs qui restent toute leur vie dans un club, ou longtemps ouais, du moins. fini. Ouais, Il y a juste un club d'Arabie Saoudite, il va le proposer 8 fois plus, il va y c'est aller ça. direct. Bah après, on ferait pareil, quoi. Exactement, hein, mais c'est vrai, on ferait pareil. Je te jure. Ah, parce que L'argent, tu vois, moi, tu sais, je suis passionné. Je travaille toute la journée sur l'ordinateur. Et en fait, en fond, tu sais, je mets des podcasts, des trucs, des machins. Je mets RMC Sport, le football, le MMA, le truc, tu vois. Et j'entends tout le monde qui est en train de critiquer, tu vois, les choix de Ronaldo, de Messi et compagnie, quoi, tu vois. Mais en fait, on a la critique qui est beaucoup trop facile parce que essaye-toi de te mettre 2 minutes à sa place. Tu sais qu'en fait, avec un an de contrat,
tu vas sécuriser ta famille pendant 5 générations. Franchement, arrêtons d'être hypocrites. Bah là, Tu vois? Benzema, il est parti. Un an de Ouais, salaire en Arabie Saoudite, c'était ouais. 15 ans de salaire au Real de Madrid. Ouais, je T'imagines? crois qu'il prend 500 balles par jour, je crois. Ouais, 500 000 euros par jour. Ouais, il prend 1 million tous les 2 jours. C'est une dinguerie, c'est un, C'est un truc c'est de un fou. pays, c'est un pays, c'est l'Ouganda. Ouais, c'est incroyable. Donc ouais, non, non, il n'y a pas de réflexion quand c'est comme ça. Tu sais, de toute façon, on va pas se mentir, hein, dans n'importe quel sport, euh, je peux moins parler pour l'investissement parce que je m'y connais pas, mais en tout cas, je peux parler pour le sport. C'est bien, tu sais, les beaux discours. Tu sais, moi, je vais venir en tant que manager et là, je vais te faire un discours sur le sport. Tu vas en avoir la larme à l'œil, tu vois. Mais malgré tout, la finalité à la fin, c'est quoi? C'est de rentabiliser une carrière, quoi, tu vois. On cherche tous à faire de l'oseille. Personne n'est dans le sport parce qu'il aime le sport ou parce que, tu vois, parce qu'il a vu de la lumière. À la fin, on veut tous faire de l'argent, on veut Bien sûr. tous mettre nos familles à l'abri, etc., quoi, tu vois. Ça, c'est tout à fait Bah normal. après, par exemple, Donc, les... si le football ça payait pas, ça serait pas aussi populaire, il y aurait pas aussi Exactement. pas autant de personnes au stade, pas autant voilà, il y aurait pas autant C'est ça. d'argent dedans, tout simplement. C'est tout à fait ça. Pour en revenir au mindset, comme je te l'ai dit, moi je trouve vraiment qu'il y a des similitudes entre les sportifs de haut niveau et les investisseurs. Vous gagnez, vous C'est sûr. perdez, nous aussi c'est pareil, on gagne, on perd. C'est exactement pareil. Et des fois, Ouais, ouais. je fais le rapprochement, c'est vrai que c'est incroyable. Vous gagnez, vous perdez. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, comment ça se passe par exemple quand un de vos combattants il gagne? Parce que je sais qu'il y a des périodes d'euphorie, moi ça m'arrive, Ouais. il y a des périodes d'euphorie et je sais que c'est très traître. Ouais, bah tiens, regarde. Je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Quand on prend une grosse victoire, bah tiens, on va encore citer Benoît Saint-Denis, par exemple, il y a quelques jours, tu as vu, il nous a fait une masterclass à l'UFC. Jamais de décision pendant les 3 jours qui vont suivre. Jamais de décision. Parce que les décisions sur le coup de l'euphorie, tu vois, de l'excitation, c'est toujours des décisions que tu peux regretter, en fait. Moi, je pars de ce principe-là. Je prends jamais de grosses décisions suite à une grosse victoire ou suite à une grosse défaite, parce que je pense que dans la défaite, c'est même pareil. La déception t'oblige et te fait prendre des décisions que tu n'aurais peut-être pas prises, tu vois, avec un autre résultat. Donc maintenant, moi, dès qu'il y a un résultat, qu'il soit positif ou négatif, je prends jamais de décision sur la suite de la carrière immédiate, tu vois. Je me laisse toujours 2, 3 jours avant de réfléchir. Tu vois, par exemple, après le combat de Benoît, l'UFC m'a tout de suite envoyé un mail pour le futur de Benoît, quoi, tu vois. Et je les ai mis en vue pendant 3 jours. Parce qu'en fait, si tu veux, ils m'auraient proposé n'importe quel mec. J'aurais dit, ouais, vas-y, on y va. Parce que tu sais, je me serais dit, ah putain, mais Benoît, il est trop chaud. T'as vu, il vient de déboîter le mec là en 4 minutes. Alors qu'en plus, il était coté comme étant hyper challenger. Et j'ai arrêté de travailler de cette manière, tu vois. Maintenant, en fait, je veux plus travailler sur le coup des émotions, en fait, maintenant. Tu vois, j'essaie de me refroidir un petit peu, d'avoir la tête froide pour pouvoir réfléchir correctement. Et je repasse à autre chose et je retravaille et je renégocie, etc., quoi, tu vois. Donc ce que tu me Mais dis, voilà. c'est qu'après une Ouais, victoire, tu prends du recul ouais, pour avoir la meilleure réflexion possible. toujours, toujours. Parce que moi, par exemple, des fois, je vais te donner une petite anecdote. Des fois, je prends des trades, je peux passer à des milliers d'euros en quelques minutes et tu vois, je peux devenir fou. Des fois, ça m'arrive en live, je deviens Ouais, fou. C'est réel. ok. Et des fois, j'ai vraiment besoin de prendre du recul, tu vois, de déconnecter pendant 2 3 jours pour me dire. Parce qu'en fait, je vais donner une anecdote. Enfin, je vais te dire quelque chose. Par exemple, comment il y a plusieurs investissements qui passent. Après, je vais penser que je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis imbattable. Et c'est là que je vais commencer à tomber. C'est à ce Ouais. moment-là précisément. Et je pense que c'est pareil un peu dans les sports de combat. Si tu penses que tu es Ouais, bah là, imbattable, bah ça va là, être comme ça. potentiellement, quand tu as un bon gain, tu vois. Là, par exemple, tu fais du gros gain ce soir. Si tu le fais trop sur le coup des émotions, t'es pas amené à tout réinvestir tout de suite, tout retenter tout de suite, là, tu vois. Tu penses que tu as un filon et tu tentes tout de suite. Tu vois, je pense que ça, encore une fois, c'est une grave erreur, tu vois. Quand tu as trouvé une solution qui t'a amené à rentabiliser un petit peu, prends un peu de recul, vois si elle est durable, la solution, si tu peux la pérenniser sur le long terme, tu vois. Mais je pense que le fait de trop vouloir l'exploiter Regarde. immédiatement, ouais, dis-moi. Oh, on est 216 en live. Je les ai Ok, ok. arnaqués. J'ai dit sur Telegram, je vais envoyer un trade en live. J'envoie pas de trade. Voilà, on va parler UFC. Mais retenez bien, c'est vraiment important. Parce que là, on parle de psychologie, mentalité, mindset. Et vous allez voir que tout part d'ici. Mais en tous les cas, je vous ai arnaqué, mais ne partez pas, les amis. Faut être malin, faut être Alors, malin. il y a des conversations intéressantes. Restez les mecs, restez. N'hésitez pas à Voilà, poser des donc, questions. On est là, les gars, on va répondre à tout avec grand plaisir.
Et justement, là, on va le prendre dans le sens contraire. Quand il y a une défaite, comment ça se passe? Comment ça se passe, par exemple, toi, avec un combattant? Bah, moi, à titre personnel, si vraiment tu veux savoir, c'est ouf, hein, mais malgré 10 ans de recul, malgré le fait d'avoir été sportif avant, quand il y a des grosses défaites lourdes de conséquences, moi, je suis 3 jours sans dormir, hein. En fait, je suis en semi-dépression, hein. Tu vois, j'aurais aimé ne pas te dire ça, tu vois, faire le mec qui prend vachement comme recul, etc. Et ouais, ben on continue à avancer, on fait le travail et tout. Non, 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 moi je suis très émotif dans la défaite. La défaite, et je pense que ça, il faut que ce soit un trait de caractère qu'on ait tous en commun, c'est le fait de la détester, en fait, la renier, la haïr, tu vois. Tu peux pas prendre l'habitude et dire, ouais, bah aujourd'hui j'ai perdu, demain on va gagner, tu vois. C'est le truc de l'important, c'est de participer, tout ça, c'est de la connerie, tu vois, on va pas se mentir. On veut tous gagner. Donc non, pour être très sincère avec toi, moi, les soirs de grosses défaites, je les vis extrêmement mal. Je suis en semi-dépression, comme je t'ai dit, c'est extrêmement dur. Et ça a même un impact bah, sur ma vie de famille, quoi, tu vois. Là, je suis en train de te parler, là, en bas, là, à l'étage d'en bas, il y a ma femme avec mes enfants, mais ça a même des conséquences sur ma vie de famille, hein, tu vois. Bah, même Parce sur ton que, humeur, je pense. ah ouais, ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, j'ai pas des sauts d'humeur avec eux, mais je suis comme un dépressif, en fait. J'ai même pas envie de parler, en fait, tu vois. J'ai même pas envie de parler jusqu'à ce que je me refasse, en fait, tu vois. C'est un échec. L'échec, on peut pas l'accepter, en fait, tu vois. Bah, L'échec, c'est il faut vrai. le bannir de notre vocabulaire, quoi. Ça peut pas exister. Bah, c'est vrai, par exemple, moi, par exemple, quand j'ai des investissements qui passent pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça m'impacte sur mon humeur, sur mes journées aussi. Je vais être dans le mal, je vais voir la journée, je vais voir tout en rouge, tu vois, tout négatif. Je vais pas être de bonne humeur, je vais pas sourire, je vais pas être content et ça va. Regarde, on est 345. Quand on parle de trade, vous êtes chaud, hein. Quand on parle de. Vous êtes piégés. Voilà, vous êtes piégés. 345, lourd de ouf. Et donc, Tu sais, il y a quelqu'un qui voilà. pose une question intéressante, si je peux me permettre, Fais-toi excuse-moi, plaisir. Altaz. On a Nitram66 qui nous dit comment gérer ça, du coup. Euh, Moi, j'essaie de faire des choses que j'aime pour essayer de gérer ça. Et ça peut paraître bête, hein. Moi, je passe beaucoup de temps avec mes enfants, en fait, tu vois. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants quand c'est comme ça. Et tu sais, en fait, t'as pas le choix que de te calmer quand t'es avec tes enfants, tu vois. Tu peux pas passer une C'est après-midi vrai. avec tes enfants et être énervé, quoi, tu vois, ça marche pas. Donc moi, j'essaie de faire quelque chose que j'apprécie, tu vois. J'essaie de passer du temps en famille, que ça redescende. Et dès que j'ai l'impression de pouvoir y retourner, j'y retourne et je me donne 2 fois plus dur, quoi, tu vois. Mais non, c'est dur. En fait, moi, là, j'essaie de donner ma version à moi, tu vois, mais je pense qu'il n'y a pas de science exacte, on est tous différents. Et pour répondre à ta question, du coup, comment gérer ça? Moi, c'est la façon dont je le fais moi. Après, d'autres personnes, je sais pas, peut-être qu'ils ont besoin de couper complètement, je sais pas. Enfin, tiens, regarde, explique-nous, toi, par exemple, comment tu fais, Altaz. Moi, qu'est-ce Là, que tout je de suite, tu as fais? une grosse perte, là, tout de suite, là. Tu fais quoi? J'éteins mon ordinateur et je dors. Direct. Ok, Je dors ok. direct. Je suis sûr que je vais pas penser à ça. Je vais avoir du mal à dormir, mais je vais dormir, ça c'est sûr. Mais tu vas Et réussir à arrêter d'y penser. quand je dors, ouais, quand je me réveille, Ok, après ça va mieux. Quand je me réveille, je descends direct. ok, Mais ça va prendre plusieurs jours, hein. Ça va prendre plusieurs ok, jours. Et si vraiment j'ai une grosse perte, j'arrête de trader pendant une semaine. Et j'oublie. Je fais plus ok, ça pendant une semaine, je me déconnecte. ok, Je me ok, déconnecte complet. Je vais plus sur Twitter, je regarde plus l'actualité, je regarde plus les cours, je fais plus rien. ok, ok, ok. Comme si Ouais, je c'est une façon redémarrais de à voir les choses. zéro. Ok, très bien, très bien. C'est obligé, sinon. En fait, quand tu perds, tu sais, nous on n'aime pas la défaite. Même si on est accepté, Mhm. même si on est obligé d'accepter la défaite, on déteste perdre. C'est comme ça. Tout à fait. Et quand on perd, on a des périodes de remise en question, on doute, Ouais, on est hésitant, on perd notre confiance en soi aussi. ouais. Alors que notre confiance en soi, c'est un de nos plus gros atouts. Et si on perd notre confiance en soi, c'est là que ça commence la descente infernale. Tout à fait. Donc voilà. Et ouais, lourd de ouf. Et du coup, la dernière fois, je regardais un reportage sur Netflix, le reportage de McGregor, je sais pas si tu l'as vu. Bien sûr, génial. Un reportage de McGregor, lourd de ouf. Ouais, Et je regardais, c'est là que tu vois que le mec, il a un mental hors du commun. ouais, Même ouais. s'il est blessé, il vient de se péter un ongle, il sort de l'hôpital et retourne à l'entraînement. Ouais. C'est là où ce mec il est incroyable et j'ai beaucoup aimé que la série sorte malgré la série de défaites. T'as vu, il a enchaîné plusieurs défaites dans la série, dans le reportage. Et du coup, je pensais, bah tiens, c'est peut-être pas bon pour sa communication. Du coup, ils vont peut-être pas sortir.
Et tu vois, moi, je trouve que le fait de le voir enchaîner les défaites, de voir comment il réagit, de voir comment ça l'impacte, de le voir pleurer, parce qu'on le voit pleurer, bah, en fait, tu vois, je trouve que ça lui a donné un côté beaucoup plus attachant que ce qu'il nous montre sur les réseaux, tu vois, parce que le personnage qui s'est créé de trash talker et tout, c'est bien, mais ça plaît ou ça plaît pas. Moi, à titre personnel, ça me plaît moyennement. Ça me fait rigoler, en fait. Parfois, c'est drôle, mais ça a ses limites, tu vois. Maintenant, le voir pleurer, tu vois, le voir, voir son regard quand il regarde ses enfants après une défaite et tout, moi, ça me parle, tu vois. Et moi, il m'a beaucoup touché à travers ce reportage, McGregor. Et en fait, tu vois, bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu as vu, c'est les fameux 1%, en fait, tu vois. Un mec comme lui, c'est très dur d'en trouver un autre. Euh, Beaucoup d'entre nous, et je me mets dedans, hein, on traverserait ce que lui a traversé, on aurait abandonné, tu vois. Le fait de se briser la cheville, là, comme il l'a fait, sachant qu'en plus, c'est un mec, il est multimillionnaire, pardon, euh, nous, on aurait arrêté. Enfin, C'est moi, vrai, très certainement, j'aurais arrêté ma bien sûr. carrière. Je me serais dit, bon, allez vous faire foutre avec votre sport, là, c'est bon, j'ai donné, quoi, tu vois. Mais le En mec plus, revient, point très important, quand tu commences à faire de l'argent, t'as moins de motivation que quand t'as bien zéro. sûr. Ah mais bien sûr. Ah mais ça c'est une maladie. Ça c'est une maladie dans laquelle, enfin cette maladie on peut pas la contourner en fait si tu veux. Quand tu fais énormément d'argent, ton seuil de, en fait tu baisses ton seuil de d'exigence avec toi-même. Parce qu'en fait t'as réussi, t'as fait de l'oseille. Donc en fait tes objectifs tu les réduis considérablement parce que tu t'es mis bien en fait si tu veux. Tes objectifs tu les places haut quand t'as la dalle en fait tu vois. Sauf que l'oseille, ça diminue la dalle, malheureusement, tu vois. Exactement. Voilà, point Tu vois. très important, ça aussi, l'oser, ça diminue la dalle. Ouais. Et moi, au début, j'y aurais pas pensé. Que ma Mhm. motivation diminuerait au fur et à mesure que je gagne de l'argent. Normal, normal. Tiens, normal pour reprendre un son de Anas, tiens, qu'on a rencontré ensemble à Dubaï. Exactement. Non, mais ça, c'est tout à fait normal. Quand tu gagnes de l'oseille, euh, en fait, comment je pourrais t'expliquer? Mais c'est ce que, tiens, bah, tu te rappelles en introduction tout à l'heure, on parlait des distractions aussi dans le sport ou dans n'importe quel domaine. Mais tu as ça aussi, hein. Et ça, il faut vraiment en parler, hein. Quand tu fais de l'oseille, bizarrement, tu as beaucoup d'amis aussi, tu vois. Tu as beaucoup de potes, tu vois. Bizarrement, tu deviens quelqu'un d'agréable, tu vois. Tu deviens quelqu'un de cool. Il y a plein de mecs autour de toi, il y a plein de tentations, il y a plein de trucs, quoi, tu vois. Donc, non, non, ça, c'est un truc qu'il faut faire très attention. Mais ça, c'est un contrat qu'il faut passer avec soi-même. C'est-à-dire que quand tu réussis, il faut avoir une ligne de conduite, en fait, tu vois. En fait, ce qui est important, au-delà des gens qui te regardent et qui te disent ouais, putain, Altaz, ah, machallah, ce que tu fais, c'est magnifique, c'est trop beau et tout, la réussite et tout, bravo, tout ça. Mais en fait, si tu veux, ce que les gens pensent de toi, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est toi, ce que tu penses de toi-même, tu vois. C'est pour ça qu'il faut se fixer des objectifs et faut pas se contenter de ce qui est fait, en fait, si tu veux. Si t'as réussi, pardon, à construire un appartement, bah, essaie de construire un bloc, quoi. Et quand tu auras Exactement. réussi, bah, construis-toi une villa et après construis-toi un château, quoi, tu vois. Mais fixe-toi toujours des objectifs, ça c'est important, tu vois. Et pour ça, j'ai énormément de respect pour Conor McGregor. Parce que malgré la démonstration que je suis en train de te faire, faut être honnête et se poser la question, est-ce qu'à la place de Conor McGregor, nous, on n'aurait pas arrêté? Et je te dis sincèrement, je pense que pour moi, la réponse est oui, tu vois. Quand tu as enchaîné les combats, la difficulté et que tu es multimillionnaire, en fait, tu vas chercher quoi, en fait? À te remettre dans le dur comme ça, parce que je sais pas si les gens se rendent compte ce que c'est 3 mois de préparation pour un combat, quand tu te mets dans le dur. Fais un brief, Mais quand... explique rapidement. Eh ouais, bah le dur, c'est quoi? Un mec comme Connor, c'est un gars qui combattait à 70 kilos, par exemple. Ok? Aujourd'hui, il va combattre à 77. Il veut revenir à 77. Pourquoi? Parce qu'il doit tourner en poids de corps à environ 90 kilos. Ok? Donc, il va nous faire un cutting, c'est-à-dire qu'il perd l'eau de son corps d'environ 13 kilos pour faire le poids. Mais c'est un mec, avant, parce que là, il a gonflé un petit peu, on voit qu'il est plus costaud. C'est un mec qui devait tourner très certainement à 85 kilos et qui combattait à 70. Et écoute-moi bien, Altaz, pendant un moment, Conor McGregor, il était double champion à l'UFC. Tu le sais, parce qu'il était champion des 70 et des 66. Et en fait, je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte de passer de 85 kilos à 66 kilos, la souffrance physique et plus que physique, psychologique, le fait d'arrêter de manger, en fait, le fait de se déshydrater, en fait. Et c'est pour ça, moi qui est dans le sport et je connais la souffrance de tout ça, je me dis, mais en fait, quand tu es multimillionnaire comme ça, tu vas chercher où la force de te mettre autant dans le dur, quoi.
c'est comme s'il avait un truc à se prouver en fait continuellement, ce mec. Je le connais pas suffisamment, tu vois. Je suis pas suffisamment proche de lui, même si je le connais un petit peu, tu vois, pour en parler. Ce serait intéressant de lui poser directement la question à lui, mais je sais pas ce qu'il va chercher encore. Tu vois, tu peux peut-être me répondre, tu as peut-être une idée. Aucune idée. Peut-être la dalle de repartir, un nouveau challenge. Il y en Ah, a, je ils sais aiment bien. pas. Quand on connaît la difficulté, crois-moi, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas, mais encore une fois, c'est très inspirant, tu vois. Moi, il m'a beaucoup inspiré à travers le reportage, la série sur Netflix. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'attendais à ce qu'il fasse son show sur Netflix, qu'il continue à faire des conneries, un peu comme il a fait récemment à Monaco. Tu les as vus, là, toutes ces J'ai vu. déboires et tout, tu vois. C'était Mais où? en C'était fait, à tu te rends Miami, compte. là. Il a punché une Eh ouais, mascotte. une mascotte, ouais. Mais finalement, tu te rends compte que dans la vraie vie, il est pas comme ça, ce mec, tu vois. C'est quelqu'un de bien, tu vois. Donc, je sais pas ce qu'il cherche encore. Mais en tout cas, moi, je respecte ça énormément, tu vois. Le fait d'avoir réussi dans la difficulté, dans la douleur, et d'être capable de le refaire encore. Et t'as nos amis là qui disent la passion. Ouais, la passion. En fait, je dis pas non, hein, mais j'invite nos amis là sur Twitch à se poser la question, comme je l'ai dit, à perdre presque 20 kilos pour chaque combat, à s'entraîner pendant 3 mois, 3 fois par jour, à plus voir sa famille, à se taper dessus tous les soirs lors des sparring, avec toute la douleur qui va avec, les remises en question, parce que quand tu t'entraînes avec un sparring et que le sparring, tu vois, aujourd'hui, tu es fatigué, par exemple, tu vois. Ton sparring, il te dépasse ce soir. Ce soir, ton sparring, il t'a touché, il t'a fait du mal, tu vois. Bah, t'imagines la remise en question. Tu penses que t'es pas prêt pour ton combat, tout ça. Ah, moi, ce mec-là, je le trouve incroyable. Je le trouve incroyable. Sincèrement, pour moi, ça a été une grande source d'inspiration. Je t'ai dit, je suis tombé de très haut. Je m'attendais à voir un truc comique où il allait nous faire son show. Et en fait, j'ai adoré, tu vois. J'ai trouvé le mec Moi, j'ai comportement bien. incroyable. D'ailleurs, ils vont Un sortir vrai winner. une nouvelle série, là, sur le MMA français, Ouais, de Franck j'ai des Gastambide. combattants. J'ai des combattants qui vont être dans la série. Bah tiens, Morgan d'ailleurs, dont je te parlais, il sera dans la série, effectivement. Il y aura qui? Il y aura Cyril Gagne, il y en aura plein. Il y aura plein de monde dedans. Ouais, ouais, il y a beaucoup de combattants français, effectivement. Mais je crois que ce sont juste des petites apparitions, malheureusement. Et c'est quoi Le pro- le but de la série, en fait? C'est quoi? C'est en mode je, je- documentaire? non, c'est pas un documentaire, Ah, ce ok, ok. sera, ce sera une fiction, je pense, tu vois. Et le problème, en fait, c'est toujours ça, c'est que les choses sont toujours racontées par des gens qui n'y vivent pas, tu vois. C'est comme si moi, j'essaie de te raconter le trade, tu vois, j'y connais rien. Le trade, ça va être beaucoup plus passionnant pour tout le monde si c'est toi qui le raconte, tu vois. Bah là, le MMA, il va être raconté par quelqu'un qui n'y connaît finalement pas grand-chose, tu vois, et qui va juste prendre quelques figurants pour venir et apporter un peu de crédibilité à son truc. Mais voilà, moi, je suis pas un grand fan de ces trucs-là, quoi. Ok, bah en tout cas, pour moi, c'est lourd. J'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser. Franchement, bonne petite discussion. Ça a duré 1 heure. Merci à toi en tout cas, hein, c'était vraiment cool. Lourd de Merci à ouf. tous ceux qui étaient Maintenant, là, tous bah ceux attends, qui nous ont suivis. on va prendre leurs questions un peu. On va voir si vous avez des questions, Allez. n'hésitez pas. Hein. Voilà, moi c'est le trading, lui c'est le MMA. Guillaume, comme je vous l'ai dit, très bonne rencontre. On s'est rencontrés à Dubaï. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris. Et Ah, attends, franchement, attends, j'ai attends, kiffé. attends. J'ai une anecdote. Avant de répondre à une question très intéressante de Mani69, euh, il faut que tu expliques à nos amis une anecdote de notre rencontre. Une sortie qu'on a fait où tu t'es pris pour un cascadeur. Ah ouais, on allait faire du quad. Je suis monté sur une dune, je me suis ramassé. Hein. Ah, ouais, Je sais pas, je sale. fais des tonneaux Ah, avec ben le là, c'est quad. ça. Ah, ben je te dis, je suis en train de rouler, j'étais devant toi, je suis en train de rouler tranquille. Je me dis, attends, je vais regarder quand même le frérot, il est où? Je me retourne et en fait, je vois un quad, là, un quad, il a 4 roues en l'air, tu vois. Ouais, moi je croyais que je pouvais dévaliser les dunes comme ça. Aïe, 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 aïe. Non, c'était marrant. Et Bon, ouais, du alors, coup, pour les répondre à nos gars, questions. Donc, on avait Samy69 qui posait une question intéressante pour les gens qui connaissent pas trop. En fait, c'est pourquoi les combattants veulent toujours combattre dans les catégories inférieures? Bah, c'est qu'en fait, tu vois, moi, par exemple, en poids de corps, je suis à 83, 4 kilos. Si je combats à 77 kilos, je vais me retrouver en face d'un mec qui, en poids de corps normal, est à 90 kilos. Parce que lui va faire l'effort de se mettre dans un état lamentable pour faire le poids le plus bas possible 24 heures avant le combat. Et en fait, si moi, je fais pas cet effort-là comme lui, au moment où on va se rencontrer, lui et moi, il aura 5 kilos de plus que moi. 5 kilos, ça signifie meilleure résistance au coup, plus de puissance, plus d'énergie, plus de force. Enfin, voilà, ça.
Donc en fait, malheureusement, et ça c'est un système qui est apparu de l'Europe de l'Est, ce sont beaucoup les Russes qui ont amené ça, le fait de perdre des 20 kilos pour combattre. En fait, étant donné que eux le font, tu vois par exemple, regarde Khabib, je prends l'exemple de Khabib parce que tout le monde le connaît. Ce gars-là, il combattait à 70, poids de corps 90, tu vois. T'imagines le truc de ouf. Donc ça veut dire que si toi, par exemple, tu penses avec 75 kilos que tu dois combattre à 70, bah, le jour J, en fait, tu affrontes un mec qui fait 10 ou 15 kilos de plus que toi, quoi, tu vois. C'est Ok. juste impossible. Donc malheureusement, ce qu'on appelle le weight cut, tu vois, le fait de perdre du poids comme ça, couper le poids, c'est même pas de la perte, en fait, c'est de couper le poids, parce qu'on le coupe d'une façon très rapide. Bah, c'est devenu malheureusement un procédé obligatoire comment dirais-je, pour rendre le sport un peu plus équitable. Est-ce qu'il y a des Parce que répercussions sur la santé? de ouf, bien sûr. Bah, tes Ah reins, ouais? ils peuvent pas apprécier, hein. Bah ouais, regarde Altaz, en fait, tu arrêtes de t'hydrater 24 heures avant la pesée. Donc en fait, pendant 24 heures, tu bois plus. D'accord? Ce qui est déjà très dangereux. Sauf qu'en plus de pas boire, tu te déshydrates. Parce que par exemple, pendant les 24 heures, il faut que je perde 8 kilos là. Donc il faut que je perde 8 litres. Donc déjà, je ne bois plus et en plus, je vais perdre 8 litres. Donc pour les reins, bien sûr, c'est hyper dangereux. C'est très 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 dangereux, bien sûr. Ça Bah fait voilà, le partie procédé de des, perte de poids, c'est ça. ça fait partie des sacrifices. Tout à fait, tout à fait. Je trouve ça inadmissible. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, je peux le comprendre, hein. Ça, je peux le comprendre. Moi qui venais du pied-point, de la boxe, ça, c'est un truc qu'on fait pas dans la boxe, tu vois. Dans la boxe, on perd le poids naturellement par un régime, tu vois. Parce que tu sais, en boxe, si quelqu'un fait 5 kilos de plus que toi, c'est pas très grave, tu vois. En fait, le poids, il est compliqué, c'est dans les phases de lutte. Tu vois, quand tu te retrouves avec quelqu'un qui est au-dessus de toi, avec 5 kilos de plus, ouais, c'est trop compliqué pour sortir, tu vois. Donc moi, pareil, je connaissais pas jusqu'à il y a 10 ans quand j'ai commencé le MMA. Et oui, je peux comprendre que ça choque les non-avertis au sport. C'est un procédé qui est dangereux et il y a déjà eu un mort, hein, par exemple. Il y a eu un Ah mort au ouais? One FC. Ouais, ouais, en Asie. Tu connais l'organisation qui s'appelle le One FC, Du peut-être? tout. Non? C'est une organisation en Asie. Et en fait, depuis ce décès malheureux, maintenant, ils ont totalement changé la façon de faire. C'est-à-dire que maintenant, les combattants viennent 5 jours avant la pesée et ils sont pesés tous les jours pour éviter que les mecs perdent de l'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux plus perdre de l'eau dans cette organisation-là. Et ça, c'est vraiment très bien, tu vois. Mais le problème, c'est que dans la vie en général, il faut toujours qu'il y ait un accident, une catastrophe, tu vois, un décès, pour qu'on prenne des grosses décisions, tu vois. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Il y en a un qui vient de le dire d'ailleurs. Ah, ok. Et d'ailleurs, il y en a un qui a posé une bonne question aussi, Smack Bomb, qui a dit le poids revient après combien de temps? Une journée, tu m'as Le dit? poids? Non, bah regarde, le poids, en fait, regarde, souvent le combat est le samedi soir, l'événement commence à 20 heures. La pesée va être le vendredi, ok? Mais c'est le vendredi matin. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que la pesée va être le vendredi matin à 9 heures du matin, ok? Donc l'athlète, lui, va commencer à arrêter de s'hydrater le jeudi à 9 heures du matin, donc pendant les 24 heures qui suivent. Mais en fait, après, quand tu as fait ton poids le vendredi à 9 heures, bah, en fait, tu récupères directement tout ce que tu ingères. Ça veut dire que si j'ingère une bouteille d'eau de 2 litres, je prends 2 kilos instantanés. Tu vois? En plus de ça, je vais manger, tu vois? Je vais faire un processus en fait qui fait que bah, les mecs naturellement récupèrent entre 8 et 10 kilos, on va dire, Putain, pour les mecs normaux en fait, tu vois, c'est sur impressionnant. 24 heures. Ah ouais. Impressionnant. Alors là, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, c'est le moment. Là, vous avez un pro du MMA, les mecs, hein. Profitez-en. Pour lui, quels sont les jeunes combattants à suivre à l'UFC ou dans une autre organisation? Les jeunes combattants à suivre, alors ça serait un peu malhonnête si je donnais que des noms de mecs qui sont chez moi, Si, si, tu il y a vois. Fares Diam bientôt là. Ouais, Faresiam va combattre la semaine prochaine à Voilà, moi l'UFC. je serai là en direct, je vais regarder. Fort en plus, les Lyonnais, magnifique. Est-ce que tu sais que c'est moi qui ai signé Fares? Ah oui, je te l'ai dit tout à l'heure Bah à ouais, tu m'as l'UFC. dit, t'inquiète pas, je sais. Non mais c'est intéressant, on va parler d'un truc. Aujourd'hui, on travaille plus ensemble avec Fares. Ah ouais? Ouais, ouais, on travaille plus Ah, ensemble. j'ai cru que t'étais encore avec lui. Non, 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 on Putain, je me suis travaille dit, plus je vais. ensemble. Non, Dommage. bah regarde, parce que dans le sport, euh, les choses évoluent en fait, si tu veux. Les choses évoluent, parfois
les gens voient plus les choses de la même manière, tu vois. Tout comme par exemple, quel grand tiens, tu vois, Ibrahimovic, à un moment, n'était plus désiré au Paris Saint-Germain, Mhm. malgré toute la carrière qu'il a eue. Tu as vu, le sport, encore une fois, c'est un truc de cruel, tu vois. Le sport, parfois, les intérêts sont différents. Et du coup, les chemins se séparent. C'est aussi simple que ça, tu vois. Mais je voulais juste faire la parenthèse pour dire, ouais, c'est moi qui ai signé Fares à l'UFC. Et malgré le fait qu'on se soit séparés, je lui souhaite absolument le meilleur et de nous donner une grosse victoire la semaine prochaine. Parce que euh, chaque combattant français qui performe à l'UFC est un plus pour la France. Il n'y a pas de on soutient lui plus que lui, etc. Quoi, tu vois. Non, non, nous, on fait pas ça. Moi, je soutiens tous les combattants français à l'UFC. Donc, les jeunes à surveiller. Ah, je vais donner le nom de deux athlètes. Tiens, un gars du Nord, Mustapha Haïda. Mustapha Haïda, très très fort. Un Lyonnais, tiens, pour te faire plaisir, Altaz, et aussi parce qu'il le mérite vraiment, c'est Yanis Guémouri. Yanis Guémouri, je vous invite à retenir ce nom. Je suis en train de faire un gros travail à son sujet. Il se peut que dans les jours ou dans les semaines qui arrivent, une grosse, très très grosse nouvelle soit annoncée au sujet de No. Yanis. Ouais. Venant de On a Guillaume, des jeunes on va comme pas être Baki déçus. aussi qui arrivent. On a des jeunes comme Baki. Ah tiens, quelqu'un me pose la question, ce que je pense de Doumbé. Tu connais Cédric Doumbé? Bien sûr. Ah ok. Trash talker. Voilà. Talker. Voilà. Voilà. Alors Cédric Doumbé. Euh, je vais parler bien. J'eus été. Là, j'étais un très gros fan de Doumbé par le passé, de par sa carrière dans le pied-point au Glory. Un athlète incroyable, un champion imbattable en fait. Il a été, je ne sais plus pendant combien de temps, imbattable en fait. Il massacrait tout le monde. Un athlète incroyable, mais là, je vais me prendre tous les haters sur le dos parce qu'il a une grosse communauté, hein, Cédric Doumbé, et tant mieux pour lui, hein, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, il s'est perdu avec le système du MMA. Tu sais, le MMA, c'est très populaire aujourd'hui, c'est très médiatisé. Et en fait, tu as des mecs qui font trop de trash talking comparé, attention, comparé à leur performance. C'est-à-dire qu'on parlait précédemment de Conor McGregor, il peut faire du trash talk, il a le droit parce qu'il a prouvé. Sauf qu'au moment où on se parle, toi et moi, Cédric Doumbé n'a rien prouvé dans sa carrière de combattant de MMA. Et le problème, c'est que d'un côté, ça, tu vois, tu m'as dit, toi, tu le connais pourquoi? Pour le trash talk. Exactement. Mais c'est Parce qu'il ma... n'arrête pas. Oui, mais c'est- est-ce que tu es capable, Altaz, tu vois, regarde, pour te donner un exemple, excuse-moi, est-ce que tu es capable de me citer un combat mémorable qu'il a fait en MMA? Pas du tout. Tu vois, tu n'es pas capable, en revanche, tu es capable de me dire que tu le connais pour le trash talk, tu vois. Et je pense qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux faire du trash talk, de l'autre côté, il faut aussi prouver, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne prouve pas, mais il trash beaucoup. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'une part de son public est en train de le quitter à l'heure actuelle, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il faut vite qu'il performe avant Bah, on va dire avant que. que... On va dire que c'est du marketing un peu, hein. Il y en a Ouais, mais plein, le marketing. 80% qui le connaissent, c'est par rapport à ses déclarations, à ses tweets, etc. Ouais, ouais, mais le marketing, ça a ses limites. T'es d'accord Bien avec sûr, moi? bien sûr, bien sûr. Ça a ses limites. Moi, je pense que le trash talk fonctionne quand en parallèle tu prouves, tu vois. Mais après, t'en as d'autres, par exemple, ils n'ont pas besoin de faire de trash talk. Ils se font connaître uniquement via leurs résultats. Par la performance, tout à fait, tout à fait. Tiens, en parlant de performance, j'ai mon collègue d'After Fight qui vient de mettre un super commentaire. On lui passe le bonjour. C'est quelqu'un Lourd, avec qui lourd, lourd. je bosse régulièrement, quelqu'un de cool. On me pose la question de ce que je pense de Greg MMA. Greg MMA, je trouve que c'est cool pour le MMA, dans le sens où c'est quelqu'un qui est très, très suivi, qui aujourd'hui a décidé de revenir sur le circuit et de faire un combat, malgré ses 40 et des poussières d'années. Je ne sais pas quel âge il a exactement. Et je trouve que c'est cool. En fait, moi, j'ai pas plus d'amitié ou de. Enfin, en fait, on n'est ni amis ni ennemis, on se connaît pas du tout, lui et moi. Moi, je pense juste que dès lors que ça sert le MMA, c'est toujours une bonne idée, en fait. Moi, c'est Ben, ma vision des choses. regarde. Ouais, excuse-moi, je te laisse finir. Vas-y, 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 je t'en prie. Là, il y aura bientôt, là. Je suis pressé. Si vraiment ils font ce combat aux États-Unis, Elon Musk contre Mark Zuckerberg, ça serait une dinguerie. Mais Ça est-ce que serait tu trop y crois, incroyable. ça? Bien Est-ce que sûr, tu ils y sont crois? bien capables de le faire. Ok, Je pense que ok. c'est pas possible. UFC et tout, hein, là, ils parlent vraiment, hein. Ils parlent avec Dana White, hein. Moi, je sais pas. Je pense qu'il y a trop d'enjeux, que ce soit financier et personnel autour de ce combat. Je vois je vois pas la réalisation de ce combat. Je vois pas comment ce combat il est faisable en fait, si tu veux. Ah ouais. Ouais, 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 ouais.
Moi, J'aimerais que ça se fasse, mais j'aimerais bien que je ça se fasse, mets hein. beaucoup Moi, de réserves. je pense qu'ils peuvent remplir un stade de 80 000 personnes normales. Ouais, 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 je pense. Normal. Je pense. Saladin Parnasse. Il va combattre Saladin bientôt Parnasse, en Pologne, excuse-moi. c'est un talent, en fait, tout simplement. Tu sais, t'as vu, il y a des moments, faut pas trop parler. Là, il n'y a pas trop besoin de parler. Le mec, c'est un talent. C'est un génie. Génie du MMA, extrêmement fort. Plaisant à regarder. Un joli style, parce que être fort, c'est bien, mais être agréable à regarder, c'est aussi autre chose. Tu vois, par exemple, un fan de MMA comme toi, tu as envie que ça tape, certainement, Altaz. C'est ça que tu aimes. Moi, T'aimes- franchement, des fois, je peux être surpris, hein. Par exemple, Charles Oliveira, quand il fait ses techniques, là, quand il passe au-dessus, moi, je te parle comme un débutant, tu vois, je suis pas un. Ok, Il y tu a des kiffes trucs aussi. comme ça qui m'impressionnent. Ouais. Ok, ça c'est cool alors. Parce que sinon, le public standard du MMA veut voir de la bagarre, en fait, tu vois. Donc, Saladin Parnasse, c'est ce qu'il donne, en fait. Lui, c'est quelqu'un de très agressif, qui a un très joli striking. Donc, ouais, très joli à regarder. Saladin Parnasse a sa place à l'UFC, sans aucun doute, sans aucun problème. D'ailleurs, ils ont rempli un gros événement en Pologne, hein, 60 000 Ouais, personnes, hein, incroyable. ils sont trop forts. Ils sont C'est trop forts. c'est Ouais. autant suivi en Pologne là-bas? En Pologne, c'est le sport numéro un, en fait. Si tu veux, c'est Ah une ouais, religion. C'est une religion là-bas. incroyable. On a encore beaucoup de retard sur des pays comme la Pologne. À quand Morgan à l'UFC? Eh ben écoute mon cher Kansen, Morgan combat la semaine prochaine au Cage Warriors à Londres. En fonction de ce qu'il va faire, Ah, 3 petits points. il combat à Londres la semaine prochaine? Ouais, 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 au Cage Warriors. Ouais, ouais, tout à fait. On va regarder ça aussi. Ouais, Et puis, dernière question. Ah ouais, aussi, il faut en revenir. Fury dis-moi. Ngannou, Arabie Saoudite, en octobre prochain, si je dis pas de bêtises. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de toi de... C'est du show, c'est du show. Euh, alors, moi, ce que j'en pense, c'est que je suis content pour Ngannou qu'il ait remporté sa guerre contre l'UFC, tu vois. Moi, je veux pas qu'il y ait un impérialiste qui arrive et qui nous dise bon les gars, c'est comme ça que ça se passe. Comme je vous ai dit comme je t'ai dit tout à l'heure, on reverse 13% de nos dividendes. Si vous êtes content ou pas, c'est la même chose, etc. Tu vois. Euh, Ce qu'a tenté Ngannou était tellement dangereux et tellement risqué que j'ai un gros respect pour le fait qu'il soit allé au bout des choses, tu vois. Et en plus, t'as vu parfois quand t'es un peu couillu dans la vie, t'es récompensé. Parce que là, pour le coup, il va gagner en un combat, ce qui lui aurait fallu peut-être 5, 6 ou 7 combats à faire en MMA, quoi, tu vois, pour la même somme. Incroyable. Donc rien que pour ça, il a tout mon respect, tu vois. Maintenant, si on parle du côté sportif, euh, c'est un gros problème si Ngannou gagne, tu vois. Ça voudrait dire que finalement, euh, il est facile pour un combattant de MMA de venir dans le noble art, de venir dans la boxe et de gagner et de battre les meilleurs, tu vois. J'espère que Fury va lui faire une démonstration juste pour montrer que le noble art et que la boxe, c'est le fruit d'années et d'années et d'années de travail, tu vois, et que c'est pas juste un training camp de 6 mois pour devenir champion du monde, quoi, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je vois très bien. Voilà, tu vois, il faut respecter les sports, en fait, tu vois. C'est comme si moi, par exemple, je pense que demain, je peux être joueur professionnel de football. Tu vois, c'est pareil. Alors que je sais pas faire 10 jongles, tu vois. Tu vois, il faut respecter les sports, tu vois. Et la boxe anglaise, c'est un vrai sport. C'est un vrai sport qui demande des années et des années de travail. Donc, je doute quant au fait qu'il soit capable de rivaliser avec Tyson Fury, hein. D'ailleurs, je sais plus c'est où que j'ai vu ça. Si tu reçois un coup d'Ngannou, tu perds 3 ans de ta vie. Ah bah, en fait, si tu reçois un coup d'Ngannou, le problème, c'est que tu sais, on perd de la matière grise. Tu perds des neurones hein, dans un combat. Tu sais, tu peux faire des commotions cérébrales, etc., hein. Donc oui, clairement, aujourd'hui, tu prends une patate d'Ngannou, en plus avec des gants de MMA. Clairement, oui, il se peut que tu te mouches derrière la tête, quoi, tu vois. C'est incroyable. Il t'enlève 3 ans de ta vie. C'est un truc de fou. Tu sais, il y a une question intéressante. Et Abdul, pourquoi il n'est pas encore à l'UFC à ton avis? Il était chez toi, non? Effectivement, Abdul était chez moi. Effectivement, Abdul était chez moi. C'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, moi, j'ai aucun problème à parler des séparations dans le sport. Parce qu'en fait, si tu veux, nous, dans le sport, dans le MMA, on voit ça comme étant une catastrophe. Oh, ils travaillent plus ensemble, oh, ils se sont séparés, c'est un truc de ouf, tu vois.
Mais pourquoi est-ce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, Ibrahimovic au PSG, pourquoi quand on l'invite à quitter le club, ça choque personne? Parce qu'en fait, il faut un roulement dans une équipe, parce que c'est comme ça, parce que parfois les objectifs, la vision des choses est différente, et c'est comme ça, tu vois. Donc oui, avec Abdoul, on s'est séparés. Il était bien chez moi. Maintenant, pour répondre à ta question, mon cher Oxbatik, sincèrement, pour moi, c'est une grande incompréhension. Comment ne peut-il pas être à l'UFC? Pardon, je reprends. Comment ne peut-il pas être à l'UFC au moment où on se parle? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il devrait y être. Je, j'ai bon espoir malgré tout qu'une annonce soit faite dans les prochains jours ou semaines, parce que je vois pas comment il pourrait ne pas être signé à l'UFC, quoi. D'ailleurs, dernière question que je veux te poser, comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup de combattants français, comme tu m'as dit, il n'y en a que 7 à l'UFC. Comment ça se fait? L'élite, Altaz. L'élite. L'élite, tout Mais simplement. c'est-à-dire que les Français ne sont pas assez bons, globalement. Pour ne vexer personne, on va faire un parallèle avec la Champions League. Comment se fait-il qu'il y a uniquement l'OM en 93 qui l'a remporté? C'est vrai, c'est vrai. Bah, après, Voilà, c'est l'expérience, c'est des années de travail. Tu tout vois, à souvent on fait. parle du Real Madrid, ils ont 14 Ligues des Champions, mais ils Ouais, sont là depuis 1800, je ne sais combien, depuis ouais. 1900. Bah voilà. C'est. Tu as vu? Le Real Madrid, parfois, est capable de battre une équipe en étant moins bon. Ouais, c'est vrai, c'est Un peu fou, ça. l'expérience. Tu vois? Voilà, Et l'expérience ne s'achète pas. tout à fait. Donc oui, nous, on a ce retard à l'heure actuelle, dû déjà au fait que le MMA était illégal pendant très longtemps en France. Donc du coup, il n'y avait aucun intérêt pour l'UFC de signer des combattants français. Donc là, ça change un petit peu. Nous-mêmes, à la BTT, on a signé une combattante qui sera sur l'UFC Paris. Tiens, justement, tu la verras, c'est Nora Cornell. Donc on a signé une combattante en plus à l'UFC. Les choses commencent à changer petit à petit, mais les révolutions demandent du temps. On ne peut pas faire une révolution sur un coup de tête, ça demande du temps, et voilà, on y travaille, et on espère que dans quelques années, il y aura beaucoup plus de représentants français à l'UFC, hein. Il y en a un qui a posé une bonne remarque. Pas assez Dis-moi. d'investissement en France dans les jeunes talents. Ah, mais ça, c'est clair. Mais tu vois, par exemple, Altaz, des mecs comme moi qui prennent de leur temps pour investir sur les amateurs. Les amateurs, ce qu'il faut savoir, quand tu bosses avec eux, tu bosses de façon bénévole. Tu n'as aucune rentabilité sur un amateur. En fait, tu as une rentabilité sur un amateur s'il explose. Mais il y a combien d'amateurs qui vont exploser? Tout à l'heure, tu me parlais des 1%. Bah, tu vois, tu as peut-être 1% des amateurs qui vont exploser. Donc ça veut dire qu'avec les 99 autres pourcents, j'aurais travaillé de façon bénévole. Tu vois? Donc pour révéler juste un mec qui va péter, bah faut faire 99% de ton temps de façon bénévole. Ce qui est hyper dur parce que bah on a tous des familles à nourrir en fait si tu veux. On peut pas travailler de façon bénévole. Donc ce qu'il faut c'est de travailler pour trouver l'équilibre parfait. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé l'équilibre entre mes combattants professionnels qui sont rentables, qui ont un gros taux de rentabilité avec lesquels je gagne bien, ce qui me permet de travailler pour la nouvelle génération avec laquelle je travaille à l'heure actuelle gratuitement. Tu vois, et j'ai trouvé une balance qui me permet d'être à l'heure actuelle bien, tu vois, et de pas négliger la nouvelle génération, quoi. T'as trouvé un équilibre C'est ça. Tu intéressant, je penses savais pas que quoi c'était comme d'Ares ça. ça? On avait une question de notre ami KHL 787. Tu penses quoi d'Ares? Bah, je peux pas mal en parler étant donné que j'ai beaucoup de combattants qui combattent sur Ares. Ce serait se tirer une balle dans le pied que de mal en parler. Maintenant, comme dans toutes les organisations, il y a du bon et du moins bon. Je remarque aujourd'hui que les meilleures chances à Ares sont toujours données dans la même direction. C'est-à-dire que c'est toujours le même club qui a le droit de disputer pardon, les combats pour la ceinture, etc. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense que ça peut nuire à long terme à l'organisation, chose qu'ils ne faisaient pas dans leur début. Donc voilà, c'est ça que je pense. Mais ça reste une très grosse organisation qui donne de très grosses opportunités et on a la chance de les avoir en France, donc il ne faut pas le négliger parce que on parlait tout à l'heure de manque d'investisseurs en France. Bah justement, on a la chance d'avoir Ares, donc on peut pas cracher dessus, quoi. Et d'ailleurs, t'en as pensé quoi du combat de Benoît Saint-Denis la semaine dernière? D'ailleurs, toi, t'es son entraîneur, Moi, je suis son manager. Je suis son manager. manager. Et, ouais, il vient aussi en Bulgarie pour s'entraîner, donc on s'entraîne ensemble. Pour moi, en privé, pas de surprise parce que tout ce qui s'est passé est ce dont on avait parlé, tu vois, pour la stratégie de combat. Donc pour moi, aucune surprise, hein, je savais que ça allait se passer de cette manière. Moi, il m'a surpris Euh, un peu, pour- hein.
Parce qu'il n'était Ouais, pas, bah, il était pas coté par rapport au Brésilien. Le Brésilien, je voyais que des messages de fou sur lui. c'est ça. C'est Je l'ai ça. pas beaucoup vu depuis que. Voilà. Mais en Bah, tout c'est cas, il tout à était fait ça, coté tu as à tout mort. dit. Ouais, tu as tout dit en fait. C'est là où tu vois aussi le pouvoir des médias. Tu vois, le pouvoir des médias et ce qu'ils ont rentré dans la tête des gens. Bah, tu sais, là on parle de médias sportifs, mais sinon il y a les médias plus généralistes aussi qui ont tendance à raconter un petit peu tout et n'importe quoi. Et le public français qui suit ça avec attention et qui a tendance à suivre sans réfléchir, tu vois. Bah là, pour les analystes de sport, c'était un petit peu la même chose. Étant donné que le mec avait deux, trois vidéos de KO impressionnants, tout de suite on l'a mis sur un piédestal en disant que ce serait extrêmement compliqué pour Benoît Saint-Denis. Maintenant, nous qui connaissons Benoît et son potentiel, en aucun cas on a douté. Donc pour nous, en fait, si tu veux, c'est juste une suite logique. Mais ouais, non, non, Benoît, c'est du très très haut niveau. Là, je l'ai re-signé pour l'UFC Paris du 2 septembre. Ouais, il va être lourd Euh, l'UFC Paris. ouais, 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 En ouais, plus, je sais pas contre si un t'as gars vu, qui est... Shimaev, Ouais, il a envoyé un tweet. Il a dit: je suis prêt à aller à UFC Paris. S'il y va là-bas, ouais, ça va mais être n'importe quoi. Mais je pense pas qu'il va y aller. alors malheureusement, je le connais un petit peu et pour te dire, il sera pas à l'UFC Paris, Putain, malheureusement. ça aurait été une Je dingue. pense, ouais, je pense qu'il sera, tiens, à côté de chez toi. Ouais, je Il sais, à sera Abu fin Dhabi. octobre. Ouais, Exactement. tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il sera fin octobre à l'UFC Abu Dhabi, hein. Ouais, ouais. Ça fait longtemps qu'il a pas combattu. Ça fait presque un an maintenant. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a des soucis. Il y a quelque chose contractuel ou un pépin physique, il y a un truc. Ça fait trop longtemps pour que ce soit normal, en fait, si tu veux. Il y a quelque chose. Bon, en tout cas, c'est bon pour moi. J'espère que ça t'a plu. Voilà, franchement, C'est merci beaucoup à génial. toi. C'est moi qui te remercie. Voilà, comme d'habitude, moi, tu sais, j'aime bien inculquer des bonnes choses à ma communauté, leur apporter une plus-value, comme je t'ai dit. Voilà, t'es une bonne personne, dans un bon domaine. On a tout Merci. ça à apprendre de chacun. Et franchement, c'était lourd de ouf. Merci beaucoup. Bah, écoute, le dernier message qu'on peut donner, hein, comme on disait depuis tout à l'heure, hein, c'est voilà, quand vous fixez les objectifs, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, gardez-vous une ligne de conduite, tenez vos objectifs, donnez tout, donnez tout. Ce qui est important en fait dans la vie, c'est de pas regretter. Tiens, juste pour en finir, moi, tu sais, pendant 2 ans, j'ai été quasi bénévole du MMA, hein, avant de travailler avec des combattants il y a 10 ans qui étaient rentables et de Incroyable. commencer à faire de l'argent. Bah, pendant 2 ans, j'ai travaillé d'une façon quasi bénévole. Et c'est pour ça que les gars qui connaissent un peu le MMA, je vois dans le chat là, bah, les mecs savent qu'en France, on n'est pas beaucoup de managers, parce qu'aujourd'hui, 90% des managers vont abandonner dans les 2 premières années, faute de rentabilité. Et finalement, bah, tu te rends compte que c'est après les 2 premières années que tu commences à rentabiliser. Donc, tu sais, c'est un peu l'image là. Tu sais, tu as déjà vu là, le mec là qui creuse, il est à ça de choper les diamants, Ouais, j'ai vu, mais j'ai vu. bah voilà, en fait, tu vois, c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça finalement. Donc, force à vous, les gars. Restez Incroyable. motivés, accrochez-vous, bossez dur. Et voilà, dans la vie, tout est réalisable, les gars. Il n'y a rien qui n'est pas réalisable. On a Moi, j'ai un tous les mêmes. dicton. J'ai un petit Ouais, dicton. Dans la vie, tout se mérite. Si on n'a pas telle chose, c'est qu'on ne le mérite pas. C'est qu'on n'a pas assez ouais, travaillé. C'est ouais, qu'on ne s'est que. pas donné les moyens. Tout à Exactement. fait. C'est exactement ça. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Donc, les gars, je vous ai mis dans le chat son Instagram. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, allez vous abonner. Voilà, lourd de ouf. Merci. Et je vous l'ai mis en épinglé. Allez voir. Franchement, c'est une bonne personne. Et franchement, merci beaucoup à toi. J'ai kiffé le live. Si j'ai kiffé, Merci à ils ont toi. kiffé. T'inquiète pas. Merci à toi, c'était un plaisir. On refait ça quand tu veux. Et merci à vous Allez. tous, les. Merci beaucoup, Merci. Guillaume. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, merci les Ciao. gars. Ciao, Merci. ciao. Ciao.